On part en Europe, a annoncé ma mère, sa voix si légère qu'elle aurait pu illuminer toute la cuisine. Elle a rangé des fleurs dans un vase, sans même un regard pour moi. Les billets sont pris, le voyage est payé, 22 000 euros, tout compris. Je me suis figée, ma tasse de café, à mi-chemin de mes lèvres. 20 000 euros. C'était la somme exacte que je leur avais virée la semaine dernière sur leur compte joint, pour payer les impôts fonciers et le nouveau toit. C'est super, j'ai dit, prudente. On part quand? Ma mère s'est arrêtée. Elle s'est enfin tournée vers moi, et son expression n'était plus celle de l'excitation, c'était de la pitié. Le genre de pitié qu'on réserve à un enfant qui ne comprend pas les règles du jeu. Oh, Léa, ma chérie, dit-elle doucement. On ne peut pas t'emmener, on n'a tout simplement pas le budget pour 4 billets. J'ai cligné des yeux. 4 qui est le 4e. Brianna en a besoin? Mon père venait d'intervenir, depuis la table, sans lever les yeux de sa tablette. Après le fiasco de son contrat. Là, elle a besoin de décompresser. Un voyage pour se retrouver. Ma sœur, Brianna, 25 ans, aspirante influenceuse, au chômage, depuis qu'elle avait insulté un sponsor en plein direct sur les réseaux. Donc, Brianna y va, dis-je, la voix blanche. Vous deux, vous y allez, mais pas moi. C'est juste une question de logistique, ma puce, a dit ma mère en agitant la main comme pour chasser une mouche. Écoute, toi, tu as eu les 3 premières années pour toi toute seule, notre attention exclusive. Brianna, elle est née quand c'était dur. Elle a toujours dû rattraper son retard. C'est une compensation qui lui est due. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu comprends toujours. Le mythe de la compensation. Le voilà. L'idée que, parce que j'étais née la première, j'avais déjà consommé ma part d'amour et que toute mon existence était désormais une dette que je devais rembourser à ma sœur. J'ai regardé mon père. Il a hoché la tête, validant la sentence. Et puis, a-t-il ajouté, il faut bien que quelqu'un reste pour gérer la maison. Les ouvriers viennent pour la rénovation de la cuisine la semaine prochaine. Vokezalla, la rénovation de la cuisine que je payais? Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, j'ai juste pris une gorgée de mon café. Il avait un goût amer, mais il m'a réveillée. Oui, j'ai dit, bien sûr, je comprends. Ils ont souri, soulagés que le distributeur de billets ne soit pas tombé en panne. Ils se sont replongés dans leur itinéraire, parlant de Rome et de Paris. Ils n'ont pas remarqué que je ne les regardais plus. Je regardais le frigo, la cuisinière, l'assistant connecté sur le comptoir. Je faisais une liste. L'Uber est arrivé 23 minutes plus tard. Depuis la fenêtre du salon, je les ai regardés entasser leurs valises dans le coffre. Brianna filmait déjà un vlog pour ses 12 200 abonnés, posant avec son passeport en faisant le signe de la paix. Ma mère vérifiait son maquillage dans le rétroviseur. Mon père se plaignait du poids des bagages. Mais il souriait. Il ressemblait à une famille complète et heureuse, à qui il manquait juste une pièce. Quand la voiture s'est enfin éloignée, la maison n'est pas seulement devenue silencieuse, elle a expiré, pour la première fois depuis des années. L'air n'était plus lourd d'attente. Je suis restée là, dans le silence, à écouter le ronronnement du système de climatisation haut de gamme que j'avais fait installer pour 10 000 euros l'été dernier. Parce que Brianna se plaignait que sa chambre était étouffante. J'ai regardé le parquet que j'avais fait refaire il y a 2 ans, parce que ma mère voulait un style ferme moderne pour recevoir à Noël. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas jeté un vase contre le mur, ce serait salissant, et je ne suis pas du genre salissante, je suis efficace. Je me suis dirigée vers l'îlot de cuisine, granit payé avec ma prime de fin d'année en 2021, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je ne suis pas allée sur les réseaux sociaux, je n'ai pas envoyé de SMS à une amie pour me plaindre. J'ai ouvert un fichier que j'avais nommé « Le Grand Livre ». Ça avait commencé il y a 3 ans, presque par accident. Je suivais juste mes dépenses pour les impôts. Et puis, c'est devenu une habitude. Chaque fois que je passais ma carte pour cette maison, je le notais. Chaque fois que je virais de l'argent pour aider avec les factures que mon père oubliait, je le notais. J'ai fait défiler jusqu'à la dernière ligne 425 422 euros. C'était le prix de mon ticket d'entrée dans cette famille. Pendant des années,
Je me suis dit que je le faisais par amour, que j'étais juste une bonne fille, mais en regardant ce chiffre clignoter sur l'écran, en pixels noirs et froids, j'ai réalisé que ce n'était pas de l'amour, c'était une rançon. C'est ce que j'appelle la chaîne invisible du survivant. Un lien psychologique qu'ils ont installé en moi avant même que je sache faire mes lacets. Ils m'ont appris que ma stabilité était la cause directe du chaos de Brianna. Parce que j'étais née la première. Parce que je n'avais pas eu de colique bébé. Parce que j'avais de bonnes notes sans avoir besoin de soutien scolaire. J'étais chanceuse. Et dans ma famille, la chance était une ressource limitée. Si je l'avais, ça voulait dire que je l'avais volée à Brianna. Je me souviens. J'avais 12 ans. Brianna avait dessiné sur tous les murs du salon avec un marqueur indélébile. Ma mère n'avait pas crié sur Brianna. Elle avait crié sur moi. « Tu étais dans l'autre pièce, en train de lire » avait-elle hurlé, le visage rouge. « Tu sais bien qu'elle s'ennuie. Pourquoi tu ne la surveillais pas? C'est toi l'intelligente. Tu aurais dû savoir. » C'était ça, la leçon. Son échec était ma faute. Mon succès était ma dette. J'ai baissé les yeux sur mon tableur. La voiture que Brianna conduisait en ce moment même pour aller à l'aéroport. Mon nom était sur la carte grise. Les mensualités sortaient de mon compte parce qu'elle ne pouvait pas gérer le stress des factures en essayant de construire sa marque. La rénovation de la salle de bain parentale dont il profitait, payée intégralement par moi. Je n'étais pas une fille. J'étais une infrastructure, le mur porteur dans lequel il perçait d'eau des trous, en partant du principe que je ne m'effondrerais jamais. Logistique, avait dit ma mère. Elle avait raison, ce n'était que de la logistique, et j'étais la directrice de la chaîne d'approvisionnement, et je savais exactement ce qui se passait quand on arrêtait de payer le fournisseur. J'ai fermé l'ordinateur, la tristesse qui pesait sur ma poitrine depuis 28 ans s'est évaporée, remplacée par une clarté froide et tranchante. Il voulait partir en voyage. Très bien. Il voulait maintenant que Brianna se ressource. Parfait. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro d'une société de déménagement et de stockage que j'utilisais pour le travail. « J'ai besoin d'une équipe complète », dis-je quand le standardiste répondit. « Demande urgente. Il faut vider un pavillon de 3 chambres. Et il me faut un serrurier sur place dans l'heure. » J'ai regardé le salon une dernière fois. C'était magnifique. C'était cher. Et tout était à moi. « Vous pouvez commencer quand ?» demanda le standardiste. « Maintenant », ai-je répondu. Mon planning est serré. Les propriétaires sont absents. Le déménagement n'a pas été chaotique. Il a été chirurgical. Je l'avais planifié comme une opération logistique. Les déménageurs sont arrivés à 9 heures précises. Je me tenais près de la porte, mon ordinateur portable ouvert, cochant les articles de ma liste d'inventaire à mesure qu'ils sortaient. « Faites attention à ce canapé, ai-je dit. C'est du cuir italien, 3 000 €. Les déménageurs ont hoché la tête, respectueux de cette précision. Ils ne posaient pas de questions. Ils voyaient juste une femme qui reprenait ce qui lui appartenait. La première chose à partir fut le salon, le canapé d'angle sur lequel mon père aimait s'endormir. La télé, de 190 cm, sur laquelle il regardait le foot tous les dimanches. Puis, la table de la salle à manger, où ma mère organisait ses parfaits dîners de fête. Ceux où je passais tout mon temps en cuisine pendant que Brianna divertissait les invités. Pièce par pièce, la maison fut dépouillée, la chambre d'amis, vide, le bureau où mon père faisait semblant de travailler, vide. Mais je ne me suis pas arrêtée aux meubles. Les meubles, ça se remplace facilement quand on a des cartes de crédit, et mes parents adoraient les cartes de crédit. Je voulais prendre quelque chose de plus difficile à remplacer. Je suis allée au placard technique, le système Wi-Fi que j'avais installé il y a 2 ans pour couvrir toute la propriété. Disparu. Le thermostat intelligent qui régulait la température à la perfection pour que ma mère ne se plaigne pas des courants d'air. Disparu. Les serrures connectées haut de gamme sur les portes avant et arrière. Le serrurier était déjà là, les remplaçant par de simples verrous manuels. J'ai pris l'assistant vocal, les caméras de sécurité, les enceintes connectées dans chaque pièce. À 14 heures, la maison n'était plus seulement vide, elle était devenue bête, sombre, une coquille. Le silence était différent maintenant. Il n'était pas paisible, il était creux, le genre de creux qui résonne quand on marche sur un sol nu.
Je me suis tenue dans la cuisine une dernière fois. L'îlot de granit restait là, froid et nu. J'y ai placé un seul objet, un épais classeur noir. À l'intérieur, chaque reçu, chaque facture, chaque relevé de virement des 5 dernières années. Le livre des comptes. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai pas laissé de clé. J'ai franchi la porte d'entrée. Le nouveau verrou s'est refermé avec un clic lourd et final. Je suis montée dans ma voiture et j'ai démarré. Sans un regard en arrière, mon nouvel appartement était à 20 minutes de là, un immeuble sécurisé avec concierge et salle de sport. C'était moderne, épuré, et entièrement à moi. Les déménageurs avaient déjà tout installé. Mon canapé était plus beau ici. Ma télé semblait plus grande. Ce soir-là, assise sur mon balcon avec un verre de vin, je regardais les lumières de la ville. Mon téléphone était silencieux. J'avais désactivé les notifications du groupe de discussion familiale. Je les imaginais à Rome, mangeant des pâtes, postant des stories, complètement inconscients que leur vie venait d'être saisie. J'ai bu une gorgée de vin. Il avait le goût de la liberté. Mais je savais que la paix ne durerait pas. Ils revenaient dans 6 jours, et, à leur retour, la vraie guerre commencerait. Ils sont revenus un dimanche soir. J'ai su l'instant exact de leur atterrissage grâce à une notification automatique du calendrier familial partagé, celui que j'utilisais pour gérer leurs rendez-vous et que j'ai supprimé de mes appareils 5 minutes plus tard. Je n'étais pas là pour voir ça, mais je n'en avais pas besoin. Je connaissais par cœur la chorégraphie de leur retour. Mon père se plaindrait du vol. Ma mère serait épuisée, s'attendant à une maison fraîche et accueillante, lumières allumées, peut-être un plat au frigo. Brianna serait en train de faire défiler ses photos d'Italie, préparant déjà la légende de son poste de retour. Et puis, il se prendrait le mur. Le premier signe de problème fut le silence. Mon téléphone n'a pas sonné pendant 1 heure après leur atterrissage. Ils devaient se battre avec le nouveau verrou, n'ayant pas laissé de clé. Ils auraient dû appeler un serrurier, en payant le tarif d'urgence du week-end que j'avais l'habitude de couvrir. À 19h45, mon téléphone s'est allumé. Appel entrant, maman. J'ai laissé sonner. Puis un texto de Brianna. Putain, mais c'est quoi, ce bordel, où sont les meubles? Puis un appel de mon père. Assise sur mon balcon, je regardais les lumières de la ville et laissais l'appareil vibrer contre la table comme un insecte en colère. Je n'ai pas décroché. J'ai attendu le message vocal. Quand il est enfin arrivé, la voix de ma mère n'était pas inquiète. Elle était venimeuse. Léa, ce n'est pas drôle. On est rentré sur une scène de crime. Où est-il le canapé? Où est la télé? Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi mesquine juste parce que tu n'es pas venue en voyage. Tu as intérêt à ramener nos affaires immédiatement. Sinon, je jure que j'appelle la police et je leur dis que tu nous as cambriolés. Les cambriolés, des choses que j'avais achetées, une maison que j'entretenais. Puis vint la contribution de Brianna. Une notification est apparue. Brianna a posté une nouvelle vidéo. J'ai cliqué. Elle était assise par terre dans le salon vide. L'écho rendait sa voix fine et minuscule. Elle pleurait. Des larmes parfaites, une seule coulant sur sa joue. « Salut tout le monde !» chuchotait-elle à ses abonnés. Je viens de rentrer de mon voyage pour me ressourcer et je ne sais même pas quoi dire. Ma sœur toxique a littéralement vidé notre maison pendant notre absence. Elle ne nous a rien laissé. Pas d'internet, pas de chauffage, pas de lit. Je suppose que certaines personnes ne supportent pas de voir les autres heureux. Elle a balayé la pièce sombre avec la caméra. On aurait dit un tombeau. En les regardant sombrer, j'ai compris ce que les psychologues appellent le piège de la cruauté normalisée. C'est un mécanisme de bouc émissaire. Pendant des années, mes parents n'ont pas pu affronter la réalité de leur propre médiocrité, ou le fait qu'ils avaient élevé une fille, Brianna, totalement dépendante des autres. Cette réalité était trop douloureuse, trop honteuse. Alors, ils ont créé un bouc émissaire. Ils ont déversé tout cet échec structurel sur moi. Si les factures n'étaient pas payées, ce n'était pas parce qu'ils géraient mal leur argent. C'était parce que Léa n'avait pas organisé le budget. Si Brianna échouait, ce n'était pas parce qu'elle était paresseuse, c'était parce que Léa ne l'aidait pas assez. En me blâmant, ils protégeaient leurs égos fragiles. Ils ont normalisé la cruauté de m'utiliser parce que c'était nécessaire à leur récit de survie. Maintenant que j'étais partie, le bouc émissaire manquait. Il ne regardait pas une maison vide en pensant «
Nous avons échoué à assurer notre propre vie. Ils pensaient, la servante a volé les meubles. Ils n'étaient pas tristes que je sois partie. Ils étaient furieux que le service ait cessé. J'ai fermé la vidéo. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais cliniquement détachée, comme un médecin observant un patient qui refuse de prendre ses médicaments. Ils s'enfonçaient dans leur statut de victime parce que c'était la seule monnaie qui leur restait. Mais je n'achetais plus. J'ai ouvert mes emails. J'avais un dernier document à envoyer. Un document qui transformerait leur indignation morale en un cauchemar juridique. Ils voulaient parler de qui possédait quoi. Très bien, parlons du bail. Le lendemain matin, je suis allée à la poste. Je n'avais pas un bouquet de fleurs ou un rameau d'olivier. J'avais une grande enveloppe rigide, marquée « Lettre recommandée » avec accusé de réception. À l'intérieur, une lettre rédigée par mon avocat, bien que j'en ai écrit le cœur moi-même. Elle n'était pas émotionnelle. Elle ne mentionnait ni sentiment, ni famille. C'était purement commercial. À l'attention de Sarah et Joseph, nom de famille. Cette lettre constitue une notification formelle de la résiliation du bail pour la propriété située à adresse, en tant que titulaire principal et garante du bail. J'ai exercé mon droit de quitter les lieux et de dissoudre le contrat de location avec effet immédiat. C'était le deuxième coup de théâtre que ma famille avait commodément oublié. Ils n'étaient pas propriétaires de la maison. Ils avaient perdu leur précédente maison à cause de mauvais investissements il y a 3 ans. Leur dossier de crédit était ruiné. Ils ne pouvaient pas prétendre à une location dans un bon quartier. Le genre de quartier où les voisins ne demanderaient pas pourquoi Brianna ne travaillait pas. Alors, j'avais signé le bail, j'avais mis ma réputation en jeu, j'avais payé la caution pendant 3 ans. Ils y ont vécu comme s'ils en étaient les propriétaires. Pendant que je portais la responsabilité légale, ils me traitaient comme une invitée dans ma propre location. La lettre continuait. Conformément aux termes du bail, le locataire principal ayant quitté les lieux, tout occupant restant doit soit se requalifier pour le bail sur la base de ses propres mérites financiers, soit quitter la propriété dans un délai de 30 jours. Le non-respect de cette clause entraînera une procédure d'expulsion formelle. Je savais qu'il ne pouvait pas se requalifier. Le dossier de crédit de mon père était toujours au plus bas. Ma mère n'avait aucun revenu. Brianna avait des dettes. Ils avaient 30 jours. Envoyer cette lettre était différent de déménager. Déménager était défensif. Ça, c'était offensif. C'était leur retirer le sol sous les pieds. Je suis allée au travail, ressentant un étrange mélange d'adrénaline et de calme. Mon téléphone explosait toujours de notifications des abonnés de Brianna qui me traitaient de monstre. Mais je m'en fichais. Laissez-les commenter. Ils ne savaient pas que leur reine était sur le point de devenir sans abri. Cet après-midi-là, j'ai reçu une notification indiquant que la lettre avait été livrée. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Pas ma mère, pas mon père, mon avocat. « Léa, dit-il, la voix sérieuse. Il faut qu'on parle. En examinant les dossiers financiers pour préparer la résiliation du bail, mon assistante a trouvé quelque chose d'irrégulier. Les slurs. Quel genre d'irrégulier ? Demandai-je, en me garant sur le bord de la route. Des cartes de crédit, dit-il. 3. Ouvertes à votre nom il y a environ 18 mois. L'adresse de facturation est celle de la maison, mais les relevés étaient détournés vers une boîte postale qui ne vous appartient pas. Mon sang se glaça. Je n'avais ouvert aucune carte de crédit. Je sais, dit-il. Mais quelqu'un l'a fait et a accumulé environ 40 000 € de dettes, principalement des produits de luxe, des voyages et des services de promotion sur les réseaux sociaux. Brianna, je suis restée assise dans ma voiture à fixer le volant. Ce n'était pas juste de l'arrogance, ce n'était pas juste de la paresse, c'était du vol. Ma sœur avait volé mon identité pour financer le style de vie qu'elle prétendait mériter. Et mes parents? Soit ils savaient et fermaient les yeux, soit ils étaient trop négligents pour remarquer que leur fille portait des vêtements de marque qu'elle ne pouvait pas se payer. La dernière parcelle d'espoir que je portais, qu'ils s'excuseraient peut-être, est morte à cet instant et s'est transformée en cendres. Mon avocat m'a présenté le choix clairement, payer la dette et fermer les comptes, ou porter plainte pour usurpation d'identité. Si je portais plainte,
La dette serait effacée, mais ma sœur ferait face à des poursuites pénales. Dehors, la pluie commençait à meurtrir le ciel. J'ai pensé aux vacances que j'avais sautées, aux voyages sponsorisés qui n'en étaient non pas, et à un style de vie financé par mon crédit, sans mon consentement. Portez plainte, dis-je. Aujourd'hui, au poste de police, l'officier Miller a examiné l'épaisse liasse de papier, fausse signature, 42 000 € en 18 mois. Sac de créateur, consultant en images, un voyage à Cabo déguisé en travail. Ce n'était pas de la survie, c'était un style de vie. Ce sont des crimes, m'a-t-il prévenu. Une fois la plainte déposée, ça ne dépend plus de vous, vous êtes sûr. J'étais sûr. J'ai signé la déposition, ma vraie signature sous limitation. Et je suis sortie avec un numéro de dossier qui sonnait comme un coup de marteau. Le soir, les appels ont commencé. Panique, confusion, j'ai attendu, quand ils se sont présentés à mon immeuble, désespérés et décomposés. Je les ai rencontrés dans le hall. Ma mère a supplié. Mon père a ordonné. Ma sœur a plaidé. J'ai tendu une enveloppe à Brianna. « C'est le numéro de dossier de la police, » dis-je calmement. « Ils ont tout. J'ai accepté de suspendre les poursuites à des conditions strictes. Tu vas trouver un vrai travail et me rembourser chaque centime toi-même. Manque un seul paiement. Ouvre un seul compte à mon nom ou redemande-moi de l'argent, et je témoignerai. La résiliation du bail tient toujours. Il vous reste 28 jours pour partir. » Je leur ai tourné le dos, alors qu'ils restaient lits, sans plus rien à négocier. 6 mois plus tard, mes parents vivaient dans un petit appartement qu'ils paient eux-mêmes. Brianna travaille dans un centre d'appel et m'envoie 500 € par mois. L'argent m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est que pour la première fois, elle comprend ce que signifie le travail et les conséquences. Je suis assise sur mon balcon maintenant, buvant un café qui a le goût de la paix. Je croyais que la vengeance, c'était la destruction. J'avais tort. Partir ne les a pas détruits. Ça les a forcés à grandir. Je n'ai pas perdu une famille. J'ai gagné ma vie.